Cette semaine, au Balado, on parle de la politique politicienne des libéraux de Mark Carney, on relate la dynamique d'asphyxie politique dont fait l'objet l'île de Cuba avec Jérôme Blanchet-Gravel. Et Virginie Dosti-Toupin nous parle du discours de Mark Carney à Davos et des engagements énergétiques du Québec envers les États-Unis, sans oublier nos réactions à la sortie en avant-première du tout nouveau documentaire de Libre Média, Démantèlement, le prix de la liberté. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine. Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie cette semaine de Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Alors, Jérôme, peut-être un petit peu de potinage, puisque tu es une vedette bien connue, grand influenceur, comme on dit à Radio-Canada, la très respectée. Tu es rendu au Mexique. Là. Parle-nous un peu, là, parle-nous un peu de la température d'abord, peut-être, et quelles sont tes impressions là, juste depuis ton arrivée là-bas et ton regard, peut-être, sur le Québec vu du Mexique et de cette terre espagnole. Oui, je fonctionne beaucoup par contraste. Hein. C'est une démarche intellectuelle que j'ai développée, c'est-à-dire cette distance-là nous permet finalement de grossir les traits, c'est-à-dire que sans les caricaturer, la distance nous permet de voir notre propre société sous un autre regard. Et je dois l'avouer, ça paraît souvent pire, en tout cas dans le cas du Québec. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, effectivement, je suis encore très actif. Je continue à commenter l'actualité, notamment celle qui émane de nos très aimés médias subventionnés. Il y a des gens qui trouvent ça très drôle. Apparemment, je verse un peu dans l'humour. J'ai reçu des commentaires très positifs, des gens qui disent qu'ils attendent ça dans leur journée, apparemment, que je sorte une nouvelle drôle. C'est-à-dire qu'il n'est pas drôle. Là. On est toujours un peu dans la tragicomédie dans ce cas-là. Donc, la nouvelle, aujourd'hui, on enregistre le podcast souvent le jeudi là, pour la confidence. Et là, aujourd'hui, c'est la presse qui fait quand même l'apologie du végétarisme dans les CHSLD. Et donc, on a toutes sortes de résidents photographiés en jaquette d'hôpital qui nous disent que manger, finalement, une sauce aux lentilles, c'est très bon. Donc là, ils sont apparemment tout à fait contents finalement, de cette maltraitance supplémentaire de l'État. Donc, on comprend évidemment. Les gens ne sont pas caves, hein, Francis peut dire simplement. On s'aperçoit évidemment que c'est pour faire des économies. On sait, c'est un peu le même principe que dans les garderies. C'est-à-dire, les parents le savent. Là, quand vous avez sur le menu d'une garderie seulement des légumineuses, de la semoule, ce que vous voulez, vous comprenez que la garderie est cheap. Bon, pour le dire en québécois. Donc, c'est le même principe qui s'applique au CHSLD. Puis en plus, ça va complètement à contre-courant de la nouvelle recommandation, complotiste peut-être des États-Unis d'Amérique. Oui, c'est simplement le plus grand budget donné à la recherche en alimentation au monde. Ce n'est que ça. Voici le nouveau visage du complotisme. Le Québec, lui, est garant de la science avec un grand S. Les États-Unis sont dans la superstition. Hein, bon. Et donc, ça va. Donc, c'est un exemple. En tout cas, bref. C'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a même la Polytechnique. Là, ça nous était rapporté par The Food Professor sur son compte X, qui est désormais presque un habitué du Libre Podcast, là, qui justement parle comment la Polytechnique allait lui aussi, Polytechnique de Montréal, là, à l'Université de Montréal, allait enlever le bœuf de sa cafétéria. Il s'était présenté comme étant une marche vers l'avant, une marche vers là où doit aller le sens de l'histoire. Encore une fois, oui, peut-être qu'il y a, comme tu le dis, là, cette volonté de cacher sous le masque de vertu, finalement, des coupes budgétaires et l'essayer pour faciliter l'acceptation des gens, puisque qui sommes-nous pour refuser la vertu, finalement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi peut-être d'idéologique derrière ça, là, est-ce qu'on essaie de forcer les gens à ne plus manger de viande? On sait qu'il y a une sorte d'agenda quand même chez les ceux qu'on appelle les animalistes, hein, c'est-à-dire les défenseurs des droits des animaux, chez effectivement les végétariens, végétalistes, toute cette déclinaison. On sait que ça a été développé dans des universités. Il y a des professeurs qui ont une grande influence, qui ont essayé effectivement de faire cette transition-là entre la viande et
la non-consommation de viande. Donc, dans une optique aussi un peu religieuse, on le sait, ça fait beaucoup penser aux religions orientales, donc une sorte de néo-brahmanisme occidental. Bon, pour rappeler aux gens ce qu'est le brahmanisme, évidemment, les brahmanes, c'est la caste numéro 1, là, sans faire de jeu de mots avec notre documentaire dont on va parler. Donc, les brahmanes en Inde, c'est le groupe supérieur, si vous voulez, là, et celui-là se permet de ne pas manger de viande, contrairement à toutes les autres castes qui sont de moins en moins pures. En plus vous mangez de viande, plus vous êtes impur en Inde. Donc, il y a un peu cette espèce d'orientalisme, hein, c'est-à-dire on est un peu dans la religion orientale avec ce refus de la viande. Bref, il y a un agenda, oui, il y a un côté, il y a une part idéologique très claire, mais c'est ça, mais qui s'agence très bien avec de la vertu, un peu comme notre Louis Morissette qui, cette semaine, là, justement, utilisait, lui, une autre forme de vertu, le sentiment national québécois. Donc, il disait que le ministre, finalement, n'accordait pas assez de subventions à ses projets. Finalement, donc, le ministre se sacre de la culture, le ministre des Finances, selon Louis Morissette. Donc, ici, on a carrément la caste artistique qui, finalement, utilise l'argument de l'identité québécoise pour finalement s'accorder des privilèges économiques. Bon, on le change un peu de sujet, mais on reste quand même dans la vertu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vertus dans notre époque. Il faut souvent voir, c'est ça, les intentions réelles, finalement. Aller au-delà de la vertu, je pense que c'est un exercice qu'il faut faire systématiquement, particulièrement au Canada. Donc, oui, parce les que bonnes c'est intentions. quelque chose qui arrive depuis longtemps. Là. Ça fait longtemps que, par exemple, les Québécois sont habitués à transmuter ou à avoir une lecture. C'est présenté comme une victoire, nos défaites finalement. C'est-à-dire que nous avons perdu parce que nous sommes plus purs. Donc, c'est comme un pattern dans lequel les Québécois sont enfermés d'une certaine façon de camoufler ou de déguiser des défaites en victoire. Tout à fait. C'est très confortable, malheureusement. Pour eux, un autre exemple, vraiment, durant la pandémie, comment, par exemple, la paresse était présentée comme vertueuse. C'est-à-dire, vous êtes content de passer un an à jouer aux jeux vidéo chez vous, à rien faire d'autre, et vous sauvez des vies, finalement, en jouant aux jeux vidéo chez vous. Il y a quand même des exercices, une gymnastique assez formidable ou enfin assez déplorable. Mais tout ça pour dire que je suis revenu au Mexique pour quelques semaines. Puis ça me permet, c'est ça, d'avoir un regard un peu plus aiguisé sur la société québécoise. Et ça me permet aussi de traiter nos thèmes latino-américains. On sait que le retour de Donald Trump, Trump nous donne beaucoup de travail, à nous journalistes sérieux. Et je vais sans doute faire une série de papiers là, sur la perception, par exemple, des Mexicains face à Donald Trump. On sait que Donald Trump rêverait peut-être de finalement faire la guerre aux narcotrafiquants. Donc, il y aura sans doute des papiers qui vont sortir de ce développement-là. Donc, j'en profite toujours pour lire autre chose, c'est-à-dire une partie de mon travail, Francis, tu le sais, c'est de lire autre chose que ce qui se fait, que ce qui s'écrit au Québec. Donc, ça m'enrichit, ça enrichit beaucoup mon travail, c'est-à-dire aller vraiment là, chaque jour au kiosque, éplucher tout un paquet de magazines, de journaux pour voir l'information autrement, mais aussi obtenir d'autres points de vue qui, eux, sont des fois amenés à Libremédia pour justement sortir du dôme, c'est-à-dire mentalement, intellectuellement. On ne peut pas se confiner au Québec sur le plan intellectuel. Donc, Libremédia, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire sortir de notre zone de confort mental pour aller voir ailleurs. Donc, c'est toujours assez sain, honnêtement, de sortir de sa zone de confort. Enfin, moi, je compte sur les zones de confort. Oui, parlons des zones de confort. On le sait, le vote pro-Carney qui a mis le gouvernement Carney au pouvoir, c'est justement un vote pour le statu quo, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel acteur aux États-Unis, un changement de cap et le refus obstiné d'une certaine catégorie de Canadiens de s'adapter à ça. Et finalement, Mark Carney est justement a été perçu avant l'élection et pendant la campagne comme porteur d'une espèce de troisième voie, c'est-à-dire que le Canada garderait sa pureté morale en ne s'alliant pas totalement aux Américains, du moins symboliquement et dans les discours, et essaierait par le fait même
de chercher des nouveaux marchés, justement, pour pouvoir balancer ce qui serait éventuellement perdu avec le commerce au sud de notre frontière. Et parmi ceux-là, il y a les grandes minières canadiennes. Dans un texte, justement, qui est disponible au libre-media.com que tu as écrit, son titre, c'est « Les minières canadiennes minent la troisième voie » de Mark Carney. Et donc, tu t'es entretenu avec la réputée juriste mexicaine Leticia Boniface, qui, selon elle, le Canada, justement, n'est pas vraiment crédible lorsqu'il prétend incarner cette troisième voie-là. Parle-nous un peu, là, qu'est-ce que c'est, peut-être nous définir un peu cette troisième voie et pourquoi le Canada, justement, n'est pas aussi pur qu'il le prétend l'être. Oui, bien d'abord, j'aurais pas pensé que le discours de Carney à Davos retienne autant l'attention. C'est très clair en France. J'ai beaucoup de gens dans le milieu de la géopolitique qui m'ont écrit pour commenter le discours de manière assez élogieuse. Nous, on est assez critiques de la gouvernance de Mark Carney. Donc, je me suis un peu employé déjà à recadrer, entre guillemets, mes amis français qui ont vu en Carney vraiment un personnage rafraîchissant, probablement aux grandes dames de Bock-Côté qui, lui, ne veut pas comprendre pourquoi une partie de la droite française, tout d'un coup, aimait un premier ministre libéral. Ça l'a dû, il a dû faire ce travail-là aussi pas mal dans les jours suivants. Donc, c'est étonnant, mais il faut le reconnaître, et on est honnête. Le discours de Carney à Davos a retenu l'attention, non seulement en France, mais en Amérique latine. Donc, la troisième voie qu'il prétend incarner, parce que, moi, je prétends que cette nouvelle politique étrangère du Canada en est encore à ses balbutiements. C'est-à-dire qu'on est vraiment au début de quelque chose. Donc, moi, je suis un peu plus prudent. Je ne conclus pas à quelque chose d'historique là, encore. Mais cette troisième voie-là, c'est cette fameuse troisième voie entre la Chine et les États-Unis. Mais en même temps, Carney s'adressait presque uniquement aux États-Unis dans son discours quand il parlait des grandes puissances. Donc, c'est cette fameuse troisième voie, mais finalement, on reste dans un monde assez binaire. C'est-à-dire quand vous rejetez les États-Unis, souvent, vous avez tendance à embrasser la Chine. Hein. C'est très difficile de naviguer entre les deux monstres, en quelque sorte. Donc, cette troisième voie-là, elle n'est pas nouvelle. En Amérique latine, ça fait longtemps qu'on essaie de trouver une alternative aux deux empires, là, chinois et américains. Donc, Carney semble s'inspirer, c'est ce que je dis dans une revue que j'accordais à la Nouvelle Revue politique en France, justement, que Carney semble s'inspirer de cette troisième voie latino-américaine, donc les non-alignés, représentés beaucoup par le Brésil actuellement, qui est un monstre, un géant économique, le Brésil, là, 220 millions de personnes, sa première économie d'Amérique latine. Donc, je dis un peu à la blague dans cette entrevue-là, à la Nouvelle Revue politique, que Carney a latino-américanisé le Canada. Et c'est pas vraiment une promotion en passant, là, c'est-à-dire on se retrouve dans une position assez délicate. Donc, beaucoup de vertus. Mais un Carney quand même qui a livré un discours, évidemment, plus fort que ce qu'aurait fait Justin Trudeau. Donc, c'est pas facile, c'est pas difficile, en fait, de battre Justin Trudeau, d'élever la barre par rapport à lui. Lui, on le sait, c'était du niveau secondaire 4, avec une mention très bien, pas plus que ça. En général, vous rappelez-vous, là, Justin Trudeau, le niveau, écoutez, c'était vraiment désolant. Donc, c'est sûr que... Carney, il a cité des livres, là, ça nous sortait en disant il y avait une certaine posture, une certaine présence, justement, dans la prestance, disons-le. Prestance, oui, exactement. Donc, on voit à quel point, il y a un changement dans le style, mais dans le fond, finalement, c'est du pareil au même, là, finalement. C'est-à-dire que le Canada veut rester dans ce globalisme, dans ce monde globalisé, qui se veut également très, 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 très réglementaire, là, globalisme réglementariste, là, qui d'une certaine façon, dont les tractations et les règles seraient décrétées de par le haut, cette prétendue élite qui viendrait nous expliquer au peuple comment vivre, finalement. Effectivement, c'est une sorte de néolibéralisme réaliste, c'est-à-dire qu'il reste dans un paradigme qui insiste beaucoup sur l'interconnexion des pays, effectivement le respect des règles, mais dans une optique où on prendrait acte des rapports de force. Moi, personnellement, son discours, je trouvais que c'était bon par rapport à Trudeau, qui incarnait quelque chose comme un premier ministre, qui commençait à le faire, pour le dire honnêtement, là. Mais un discours pas tout à fait cohérent là, du début à la fin. On sent aussi un peu l'inspiration de ChatGPT, version non abonnée.
Bon, peut-être, enfin. Donc, c'est pas révolutionnaire. Là. Donc, il y a quand même des formules qui sont celles de l'IA dans ce discours-là. Donc, la fin d'une fiction agréable, on sent tout de suite l'IA là, dès le départ. Mais comment tu as vu par rapport justement à cet aspect réglementaire, c'est-à-dire que lui, puis je l'avais soulevé la semaine dernière là, avec Joe Hamel, il se présente comme une alternative à l'autoritarisme. Il se présente comme étant, il utilise le langage anticommuniste des Tchèques, justement, et donc, comment est-ce que tu vois ça? Parce que si on regarde aussi du côté de la droite, on attaque la gauche autoritaire justement par son autoritarisme, par sa volonté de censure, par sa volonté d'imposer toujours plus et de mettre des restrictions à tous les niveaux de la vie. Comment est-ce que tu perçois justement cette rhétorique anticommuniste dans la bouche de Carney et des autres, là, finalement, qui se rattachent à son discours? Bonne question. Écoute, j'avais pas vu ça. J'avais pas saisi cet élément-là. Je trouve que ça manque justement, c'est ça, d'un fil conducteur. Là. C'est-à-dire, sans dire que ça tire partout, dans tous les sens. C'est pour ça que je dis que Parce c'est que son nouveau, discours là. peut être utilisé dans tous les sens, justement. Oui. On peut l'utiliser contre lui. Par exemple, il va utiliser la formule de ce poète tchèque qui a dit justement comment est-ce que le régime communiste a pu durer aussi longtemps. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de mettre un signe devant sa devanture, et ce n'est que parce que tout le monde croit au mensonge ou fait semblant du mensonge que finalement, à la fin, le mensonge perdure et le régime communiste a pu durer aussi longtemps. Mais est-ce que ce n'est pas justement... on peut renverser le discours et dire finalement, c'est Donald Trump qui a vu la faille du régime international et comment il privilégiait une petite caste de gens subventionnés. Si on pense justement en France et tout ça, juste des exemples comme ça, où est-ce comment des eurodéputés presque communistes de LFI font quelque chose comme avec les dépenses des 30 000, ils sont absolument complètement détachés du peuple. Donc, il y a véritablement une caste bureaucratique en France qui se sent attaquée par le entre guillemets nouveau régime qui est en train d'émerger. Est-ce que le mensonge n'est pas de ce côté-là finalement? Est-ce que justement ce qui a finalement refusé de mettre sa petite pancarte, ce ne sont pas entre guillemets ce qu'on taxe de populisme de droite, à la Mélanie ou à la Donald Trump ou la Orban et tout ça? C'est une bonne hypothèse. Écoute, je la partage, mais je pense que ça me fait dire que c'est pas maîtrisé. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on prête beaucoup de qualité à Carney, mais tu vois, on essaie de faire coller tous ces éléments ensemble, et finalement, c'est un discours qui quand même a beaucoup de... pas des angles morts, mais ça prête flanc à la critique. Là. C'est-à-dire... c'est trop vague, là, finalement. Il partage ça avec Justin Trudeau. C'est assez évasif, finalement. Donc, effectivement, cette hypothèse qui peut être cette métaphore qui peut être interprétée d'une manière ou d'une autre. Donc, avant de dire, c'est ça, que c'est un discours qui est historique et qui vraiment instaure la troisième voie canadienne et qui ferait du Canada le leader des pays non alignés, en tout cas des nouveaux non alignés. Le non-alignement dans l'histoire, ça a rarement fonctionné. Hein, c'est-à-dire, c'est comme un peu pour l'Ukraine, c'est-à-dire quand vous êtes pas trop favorable à condamner l'offensive russe comme pays non aligné, vous êtes toujours un peu plus près de la Russie. Là. C'est-à-dire, c'est rare, là, c'est très, très difficile, ce jeu d'équilibrisme. On peut se demander si c'est vraiment réaliste. Donc, on est vraiment au balbutiement de tout ça. Et pour revenir à l'entrevue que j'ai faite justement à Libremédia avec Laetitia Boniface, la juriste mexicaine qui travaillait dans un important comité de l'ONU, à l'échelle du continent, pour incarner cette troisième voie-là, si elle est possible, le Canada a beaucoup de travail à faire pour améliorer son image. Ça, c'est quelque chose qui est peu mentionné dans nos médias. Mais les minières canadiennes en Amérique latine font extrêmement de dommages environnementaux. Ça fait des années, c'est documenté. Même certaines d'entre elles sont carrément soupçonnées d'avoir participé à des assassinats de militants écologistes. Ça fait longtemps là, que par exemple, Alain Deneau lui avait suivi ça, mais plus en Afrique. Hein, donc, tu as tout un paquet de minières canadiennes. C'est très connu, même ici où je suis à Oaxaca. Il y en a une très importante, une minière canadienne. Et
C'est connu là, qu'elles font des ravages environnementaux, que les gens peuvent être empoisonnés par les rejets finalement de mercure, etc., et toutes sortes de produits chimiques qui sont utilisés pour extraire l'or. Peut-être Joe Hamel aurait peut-être un point de vue différent sur cette question-là, mais il y a une différence entre les minières canadiennes au Canada et les minières canadiennes à l'étranger. Oui, beaucoup de différences. Et c'est justement ce qu'elle nous dit. Laetitia dit, vous avez des normes environnementales rigoureuses au Canada, à l'intérieur du Canada, et quand vous en sortez, c'est la désolation. Donc, vous en tenez absolument plus compte. Mais ça, c'est vrai. Donc, je pense que le Canada se perçoit comme justement très pur, très vertueux. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même des entreprises prédatrices là, qui sont enregistrées à Toronto, etc., enfin, cotées en bourse plutôt. Et donc, si le Canada veut vraiment diriger l'idée, là, pour le dire en anglais, les pays de la troisième voie, il y a quand même du travail à faire là, sur le plan de son image. Les minières canadiennes minent la troisième voie de Mark Carney, un article de Jérôme Blanchet-Gravel à lire sur LibreMédia ou libretradingmedia.com. Alors, d'autres articles qu'on peut parler ensemble là, parce qu'on a beaucoup de choses à faire et Virginie Dusty-Toupin qui sera avec nous pour la deuxième partie de ce balado. Un autre article signé Xavier Bélanger-Costa, Washington cherche activement un changement de régime à Cuba. Donc, activement serait la différence par rapport aux 60 dernières années puisqu'on sait que les Américains veulent un changement depuis longtemps, les blocus et tout ça. Donc, qu'est-ce qui a changé là, depuis? J'imagine que la question de l'enlèvement de Maduro, on peut tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce bloc non aligné, comme on dit, qui est finalement souvent aligné avec la Russie, comme tu l'as mentionné. Alors, Jérôme, parle-nous, qu'est-ce qui est en train de se passer à Cuba? Est-ce qu'il y a une libération possible qui pourrait s'en venir? Oui, bien, apparemment, selon quand même plusieurs médias crédibles, comme le Wall Street Journal, on est effectivement du côté de l'administration Trump là, de plus en plus actif et qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire en regard des dernières années? C'est un peu ironique, mais ça se radicalise. C'est-à-dire le timing est bon et preuve que l'administration Trump met la pression. On le voit là, sur l'île, c'est-à-dire le président cubain, Miguel Díaz-Canel, supervisé toute une série d'exercices militaires et donc le président cubain lui-même a l'air d'avoir assez peur quand même de finalement subir le même sort que Maduro. Donc, il multiplie les apparitions sur les réseaux sociaux où on le voit finalement en habit militaire. Donc, il supervise, c'est ça, des exercices où, par exemple, je ne sais pas, des gens vont se lancer en parachute, etc. Donc, il a multiplié les opérations de communication pour montrer que Cuba était prête à réagir militairement. Donc, on sent la panique carrément du côté cubain, là, c'est très clair. Donc, ils se sont mis, c'est ça, ils ont mis un peu la population en état d'alerte. Et la stratégie de la Havane face aux velléités américaines, ça va être vraiment de jouer la carte d'une réponse militaire possible. Bon, on sait que les Cubains peuvent être habiles, hein, malgré tout, malgré leurs ressources. On l'a vu à la baie des Cochons, je pense, en 1962. Donc, ça date un peu, par contre. Lorsqu'on pense à justement l'ère de l'intelligence artificielle, des drones et tout ça, je pense qu'on pourrait, s'il y avait une véritable volonté de Washington de changer le régime cubain, ce serait plus un acte symbolique parce que commercialement, il n'y aurait pas tant d'argent ou tant de bénéfices à en tirer, mais ça serait simplement dire, bon, voici, on passe comment je pourrais dire, les vieux conflits du 20e siècle, on change de siècle finalement. Là. On arrive en tournant, puis on libère aussi parce qu'on le sait, il y a certainement beaucoup de Cubains de l'île qui veulent aller aux États-Unis et je pense pas qu'il y ait énormément à l'heure actuelle de Cubains des États-Unis qui veulent aller immigrer à Cuba. Donc, je pense que l'unidirectionnalité de la volonté de déménager montre, disons, l'inhumanité du régime communiste. Là. Donc, on peut penser que c'est possible. C'est sûr que disons que les coûts d'un changement de régime ne seraient pas nécessairement très fort, mais est-ce qu'il y a les bénéfices? Est-ce qu'il y aurait une véritable volonté justement d'aller jusque-là? Ben, le fruit est mûr pour Cuba, ça c'est sûr. Après, oui, les moyens militaires américains, c'est ça, sont évidemment
au top, mais on l'a vu au Venezuela, là, c'est-à-dire les Américains ne gouvernent pas encore du tout. Là. La vice-présidente s'est pratiquement rebellée récemment contre l'administration Trump. Donc, qu'est-ce que les Américains pourraient faire exactement? Ils ne pourraient pas se contenter, je pense, de la capture du président. C'est-à-dire nettoyer le régime, ça va prendre quand même des semaines, des mois, des années. Donc, ça, c'est un angle mort des Américains au Venezuela, là, un dossier qu'on suit aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vraiment asseoir leur pouvoir là-bas? C'est très compliqué. Donc, une opération très spectaculaire, mais pour l'instant, sur le terrain, les résultats sont encore... c'est-à-dire, ils sont pas encore... on les voit pas encore, les résultats, là, exactement. Donc, mais le fruit est mûr. C'est sûr que Cuba, c'est une crise humanitaire depuis des années, des niveaux de prostitution absolument incroyables à La Havane, partout sur l'île. Donc, c'est sûr que juste la reconstruction de l'île, le Malecón, le fameux Malecón à La Havane, hein, cette rangée, là, des édifices qui étaient exceptionnels avec des planchers de marbre, maintenant sont habités par peut-être 200 personnes. Il y a même des écroulements, hein, des fois. C'est-à-dire un édifice peut s'écrouler. Donc, les gens meurent, évidemment, ensevelis. Ça arrive des fois là, à Cuba. Imaginez quand même le niveau de désolation. Des édifices centenaires sans entretien, on voit ce que ça donne. Donc, puis le sel, on peut se servir de ça en exemple aussi, parce que des fois, nos écoles ou nos bâtiments au Québec même, des fois, ça fait assez... On n'est pas rendu là quand même, je le confirme. Mais si on prend un plan de reconstruction, presque une sorte de plan Marshall pour Cuba, là, c'est-à-dire l'après-régime à Cuba, la reconstruction, ça prend des investissements massifs. Là. Évidemment, les Américains sont très bons pour arriver comme ça, là, mais notamment, on sait qu'en Ukraine, il y a déjà un plan de reconstruction, même que je pense qu'il avait été élaboré même avant pratiquement l'offensive russe, là, ce qui est un peu incroyable. Enfin, mais chose certaine, il n'y a personne à Cuba qui ne souhaite plus un changement des régimes. Quand vous lisez aussi les écrivains comme celui, là, l'animal tropical, celui qui raconte beaucoup d'histoires de... Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rapports sexuels. Là. Comment il s'appelle? Juan Pablo Gutiérrez, ce type-là. Quand vous lisez ce gars-là, écoutez, la réalité des Cubains, c'est vraiment une crise humanitaire au quotidien. Donc, on ne peut pas défendre ce régime-là, honnêtement, de manière crédible. Il faut vraiment être dans l'idéologie. Et sachant aussi que les différentes pénuries sont en train de miner l'industrie du tourisme, destination chouchou des Québécois depuis quelques années. Comment est-ce que tu penses que ça va toucher nos chers Québécois qui cherchent le soleil, là? Est-ce que ça vaut la peine d'aller là-bas ou véritablement ça devient dangereux là, finalement d'aller sur place? Et donc, Donald Trump, le président américain, dans plusieurs disons, allocutions, il a mentionné à quel point, disons, la crise, ils deviennent, disons, l'étau se resserre rapidement là, à Cuba. Là. Peut-être qu'il va y avoir justement une invitation finalement aux Américains de, bon, venez remettre de l'ordre et nous sortir de la misère finalement. C'est Pedro Juan Gutiérrez, la trilogie sale de La Havane, enfin. Bon, donc là, je te réponds. On est loin d'Hemingway, là. Oui, non, je vous le dis, la réalité des Cubains transposée dans le roman cubain contemporain, c'est quelque chose. Donc, écoutez, est-ce que c'est dangereux d'aller à Cuba? Je pense pas. Après, c'est sûr que s'il y avait une intervention américaine, il y aurait sans doute une interruption des vols. Donc, il y aurait toutes sortes de familles. Ça ferait beaucoup, évidemment, de clics au Journal de Montréal. Comment dire? Non, je pense qu'on peut continuer à y aller. Ça se pourrait que ça prenne quand même encore plusieurs mois. Là. Évidemment, c'est des opérations c'est des choses qui se préparent pour de vrai. Là. Donc, comment dire? Non, je pense qu'on peut encore aller à Cuba sans trop risquer pour sa sécurité. Dans tous les cas, même s'il y avait une intervention américaine, je ne sais pas, il y aurait sans doute des coupures d'électricité. C'est sûr, c'est quand même, bon, si vous voulez vivre moins d'aventures, vous préférez peut-être aller au Mexique, je ne sais pas, dans les cas à Cancun, c'est sûr, c'est plus, disons, plus sécuritaire, là. Oui, moins de danger peut-être d'empoisonnement alimentaire et des buffets mieux garnis. Ça, on peut en être certain. Washington cherche activement un changement de régime à Cuba. Un article de Xavier Bélanger-Costa à lire dans la rubrique internationale de Libre Média au libre-media.com.
Et dans la deuxième partie de ce balado, nous avons la joie, Jérôme, de recevoir Virginie Dosti-Toupin. Virginie, bonjour. Bonjour, merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, comme c'est notre habitude depuis maintenant presque un an, pour parler de différents sujets qui vous animent et qui vous touchent particulièrement. Je rappelle, pour simplement ceux qui ne vous connaissent pas encore, que vous êtes l'animatrice du balado L'Antichambre d'écho. On peut vous suivre sur YouTube. Alors, le premier sujet dont vous vouliez nous parler, c'est justement ce sondage qui montre que les libéraux de Carney ont le vent en poupe et comment Trump a un gros rôle justement dans cette popularité. Alors, parlez-nous un peu de la situation, puis qu'est-ce que ça vous dit, cet engouement pour les libéraux et disons par miroir inversé par rapport à l'administration américaine? Oui, bien, en fait, ce qu'on nous vend, c'est qu'il y a un avant et un après Davos, et que, dans le fond, le discours là, qui a été quand même salué là, de Mark Carney à Davos aurait changé la donne, et que, en fait, le ralliement là, qu'il cherchait à faire au niveau intérieur, parce qu'on s'entend, il avait une tribune internationale, mais il parlait aussi aux Canadiens à travers tout ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les Canadiens sont encore très maniables là, en ce qui a trait à la peur de Trump là, qu'on peut utiliser comme un outil. Donc, dès qu'il fait des déclarations un peu outrancières, c'est facile de les réutiliser pour gagner des points au niveau, parce qu'on sait, Mark Carney, même s'il gouverne un peu comme un gouvernement majoritaire, sont toujours minoritaires. Cela dit, là, ce qu'on voit dans les plus récents chiffres là, du sondage léger et post-média, c'est on placerait les libéraux à 47 % devant les conservateurs à 38 % Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le Bloc québécois perd des plumes. Là, on parle de 12 points de diminution là, depuis décembre. Donc, on le sent bien là, que même chez les souverainistes québécois, même chez les nationalistes, on sent que le cri de ralliement de dire « ça va, il faut se rallier, s'unir pour faire face aux dangereux », Trump, malheureusement, là, les gens semblent très, très sensibles à ce message-là. Et puis, ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qui explique ça, justement, Virginie Dosti-Toupin, puisque si on regarde les résultats, parce que bon, les discours, c'est une chose, mais disons, les Canadiens, dans leur quotidien, souffrent, disons, pour une grande partie, là, même qu'il y a eu des réductions de la TPS sur la nourriture. Donc, il y a une partie de la population qui a maintenant besoin d'avoir des crédits de taxes pour pouvoir se nourrir. Donc, on a une large partie de la population qui, d'une certaine façon, fait les frais de l'incapacité du régime Carney à apporter des résultats. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette partie de la population-là continue de donner son appui à, justement, un gouvernement qui a manifestement pas, disons, été à la hauteur de ses promesses? Mm-hmm. C'est là toute l'ironie, c'est qu'en fait, on utilise ça aussi, on utilise Donald Trump également pour se défiler un peu par rapport à nos responsabilités à nous-mêmes là, en politique intérieure. Donc, puis là, vous mentionnez l'inflation. En fait, ce qui est proposé, c'est plutôt une allocation, je pense, là, donc un crédit. Puis justement, Food Professor plaidait aujourd'hui pour en fait, revoir un peu cette idée-là, parce qu'on le sait, on est un peu les champions là, de l'inflation alimentaire, mais l'idée serait plutôt peut-être d'enlever la TPS sur des produits avant de donner des crédits puis des allocations qui risquent d'alimenter finalement cette inflation-là. Puis on pourrait y revenir sur l'inflation. Je pense que c'est dans votre documentaire, c'est quand même quelque chose on devrait faire des parallèles, disons, entre les situations argentines et peut-être canadiennes, même si on sent qu'on n'est pas là tout à fait, mais enfin, c'est un cautionary tale, comme on dit en anglais. Mais effectivement, c'est vrai que les résultats sont pas là. Les résultats sont pas là non plus en termes de négociations. Là, je veux dire, les négociations sont rompues avec Washington. On le sait que l'administration Carney a ajouté de l'huile sur le feu en essayant de faire un partenariat stratégique avec la Chine. Puis, curieusement, c'est comme si parce que la Chine et on va le dire beaucoup moins spectaculaire dans ses violations des droits de l'homme que aux États-Unis. On sent qu'on fait une télé-réalité avec, tu sais, on se la joue un petit peu là en termes de se mettre en scène dans les dérives et tout. C'est sûr qu'en Chine, c'est beaucoup plus subtil, mais n'en demeure pas moins qu'il y a un danger. Puis même jusqu'à récemment, nul autre que Mélanie Joly nous disait c'est l'ennemi numéro 1 et tout. Donc, c'est quand même un spectaculaire revirement de situation. Et je dois dire que les médias traditionnels, on va s'entendre, alimentent beaucoup
la peur de Trump parce que ça fait des clics, parce que c'est payant, c'est rentable politiquement aussi pour les fédéralistes en l'occurrence. Donc, c'est sûr que je pense que les gens sont un petit peu bombardés de tout ce qui est américain. On le voit dans la couverture des émeutes à Minneapolis. Donc, je pense qu'on nous abreuve vraiment beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est difficile d'avoir une perspective et de constater qu'effectivement, au Canada, en ce moment, les résultats ne sont pas là. Donc, c'est dommage, mais on est dans cette dynamique. Donc, vous pensez finalement que les Canadiens n'ont tiré aucune leçon, là, finalement, des premiers mois du gouvernement Carney aux résultats encore assez flous? C'est-à-dire, on est encore dans le même état d'esprit que celui durant l'élection fédérale, finalement, qui a mené à sa victoire. Donc, on est exactement encore dans la même ambiance sociétale au Canada. Rien n'a changé, finalement, depuis son élection, où il avait justement joué sur la peur de Trump pour se faire élire. C'était un mode analogue à la propagande covidienne. Même chose, à peu près. Oui, ben effectivement, on semble être à la même place. Il y a eu une petite baisse légère, mais je pense que les gens sont revenus très vite. Puis effectivement, c'est peut-être le discours de Davos qui a rallumé la flamme. En tout cas, on est à des taux de satisfaction en ce moment de 58% face aux libéraux. Puis on nous précise d'ailleurs que c'est des taux qu'on avait atteints la dernière fois lors de la pandémie de COVID. Donc, c'est comme si on gouverne encore avec dans le fond, il y a comme un élément qui guide toute l'appréciation face au gouvernement. Et c'est le levier de dire, on veut s'opposer à Trump. Puis là, il a un peu montré du caractère. Puis après, on peut débattre, là, est-ce qu'il se serait rétracté ou pas? Parce que là, on nous dit une chose et son contraire. Donc, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais de toute façon, même sur l'appel au ralliement, si on veut, des puissances moyennes, je veux dire, c'est sûr que c'est séducteur comme message, puis que les gens veulent croire que c'est possible. D'une part, qu'on se tourne vers la Chine et que ça remplace complètement le commerce avec nos voisins américains, ou d'autre part que les Européens vont venir à notre secours et tout. Tu sais, c'est sûr qu'on voudrait y croire, mais en même temps, il faut être réaliste, je pense. Puis c'est ce qui est un peu curieux dans tout ça, c'est qu'on nous présente ce discours de Davos comme étant un discours qui s'inscrit dans la réelle politique, qui est vraiment pragmatique, réaliste. Mais en même temps, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est curieux. C'est comme si, je l'écrivais dans le texte, c'est comme si on veut faire fi de notre géographie au final. Mm-hmm. Alors, c'est peu probable là, qu'on puisse s'affranchir de ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour les souverainistes? Vous en parlez là, dans le texte, mais pour que que les auditeurs comprennent bien, qui n'ont pas encore lu le texte, qui vont aller lire le texte, évidemment. Et pour ceux qui voudraient se limiter à l'audio, qu'est-ce que ça signifie pour les souverainistes, finalement, cette popularité de Carney chez des souverainistes, comme vous venez de le mentionner? Le Bloc québécois aurait perdu des plumes. Mm-hmm. Est-ce qu'on prend ça assez au sérieux du côté du camp nationaliste et souverainiste? Bien, je pense que ce qui était intéressant, c'est que le Bloc avait, durant l'élection, ça c'est peut-être le changement là, de donne par rapport à l'époque de l'élection, c'est qu'il avait parlé de collaboration, voulait justement se mettre un peu sous le parapluie canadien. Mais je pense que, puis ça avait causé des petites tensions avec le PQ d'ailleurs à l'époque. Ceci dit, là, ils se sont un peu rétractés sur cette position-là, puis semblent avoir tenir à peu près le même discours, c'est-à-dire que notre partenaire naturel, ce sont les États-Unis, et puis Trump est là. Effectivement, ils veulent pas, pour des raisons qu'on comprend bien, se coller sur Trump, mais ceci dit, ils réalisent, les deux partis souverainistes le disent clairement que on a intérêt à faire affaire avec les États-Unis, à s'aligner sur eux plutôt que sur la Chine ou autre, même si, la diversification est nécessaire. Mais là, le grand défi, ça va être de convaincre les Québécois qui, comme on l'a dit, ont vraiment été abreuvés là, de messages anti-Trump. Dans le fond, le mandat de Trump, puis c'est ce qu'on voit aussi dans le Livre bleu, la souveraineté semble être remise après
2028. Donc, dans le fond, là, ce qui semble se dessiner, c'est d'essayer de montrer aux Québécois que Trump n'est pas éternel, ne sera pas là éternellement, qu'il y aura un après Trump et que probablement les Québécois ont intérêt à cesser les boycotts. Je veux dire, les États du Nord-Est sont très mécontents d'avoir perdu les liens avec, préférentiels avec les Québécois, puis on les comprend. Donc, c'est peut-être de surmonter cet anti-américanisme primaire, puis de renouer avec les États avec lesquels on a vraiment des atomes crochus, que ce soit parce qu'ils sont limitrophes ou d'autres États avec lesquels on s'entend bien comme Québécois. Je pense à la Californie ou à d'autres États. Enfin, puis à renouer aussi avec les républicains qui sont plutôt modérés. Je pense qu'il faut qu'on pense à l'après-Trump, qu'on cible des personnes, qu'on renoue certains liens avec les Américains, puis surtout qu'on soit capable de surpasser l'anti-américanisme primaire. Mais comment est-ce que, peut-être je vais m'adresser à vous deux, là. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous, cet anti-américanisme primaire? Parce que, on le présente souvent comme, est-ce que notre intérêt, c'est d'être contre les États-Unis? Non. Est-ce que c'est notre plus grand partenaire commercial? Donc, si on va d'une analyse justement réelle politique au sens strict du terme, c'est-à-dire calculons. Donc, calculer, ça veut dire voyons les entrées, ce qu'on importe, ce qu'on exporte et voyons est-ce que c'est profitable, même dans le contexte d'un resserrement des tarifs douaniers, tout ça. Et bon. Mais là, on est au-delà de ça parce qu'on parle d'un anti-américanisme primaire. Donc, c'est-à-dire que on est de facto contre peu importe ce que l'autre personne va nous présenter. Donc, on n'est plus dans la rationalité, on est dans le sentiment, mais est-ce qu'on est peut-être encore plus loin que le sentiment? Parce que vraiment, on a l'impression qu'on aime ça, haïr Trump. On aime ça et on est prêt à aller jusqu'à, je dirais pas jusqu'au suicide, mais on est jusqu'à l'auto-infliction de dommages pour ne pas être associé de près ou de loin. Donc, on est vraiment pour employer un terme qu'on a utilisé beaucoup dans la première partie du balado, on est vraiment dans une démarche de pureté, c'est-à-dire qu'on veut se dissocier de l'homme impur parce qu'il est en train de nous entacher ce qui nous reste finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique un peu de ce type-là? Et est-ce qu'on peut, selon vous, disons, en faire une analogie avec une dynamique sectaire, c'est-à-dire dans les sectes, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est un petit groupe de purs qui avons eu une révélation privilégiée et auquel nous sommes prêts à aller jusqu'au, dans le cas extrême de l'ordre du temple solaire, jusqu'au suicide collectif. Donc, mais sans aller jusque-là, ne sommes-nous pas dans cette logique d'une auto-immolation dans le but de garder une pureté morale, même si c'est au prix de sacrifices humains? Ben, je pense que en fait les gens, peut-être les conséquences sont pas encore assez réelles, ou en fait les gens font pas nécessairement les liens entre les difficultés qu'on vit présentement, parce qu'il y a des gens, on l'a dit là, d'entrée de jeu, l'inflation alimentaire, l'insécurité alimentaire, la crise du logement et tout. Les gens ne font pas les liens entre notre attitude un peu de confrontation et tout, et le ressac qui s'ensuit. Donc, je pense que puis il y a aussi un peu d'illusion dans le sens où, on l'a vu avec les menaces d'invasion. Les gens semblent penser que le Canada peut faire le poids là, dans l'équation. Donc, je pense que tant que ça ne se enlèvera pas, ça va être difficile de faire face à la réalité. Là. Donc, puis j'y reviens, mais les médias n'aident pas. Là. Je pense qu'on nourrit un peu tout ça. Alors, heureusement, il y a d'autres voix qu'on peut entendre là, qui nous ramènent un petit peu à la raison, mais je ne sais pas si ça va suffire. Le temps nous le dira. Mm-hmm. C'est sûr que le Canada s'est toujours défini par opposition aux États-Unis. Hein. C'est à peu près la seule chose qu'il a pour faire valoir son identité. Le cas du Québec reste différent, mais dans le cas des Canadiens anglais, ça reste finalement des Américains de gauche, hein, d'une certaine façon. Après ce rapport assez amour-haine, donc évidemment admiration, détestation. Donc, c'est pas clair, évidemment, notre rapport aux États-Unis. Donc, pourquoi cet anti-américanisme primaire, comme vous dites, Francis,
Il y a beaucoup de morale. Moi, Virginie, je reprenais son expression, mais on est un peu dans Caïn et Abel. Ah oui, au primaire, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, il y a ces deux frères, puis finalement, il y en a un qui, disons, dont le sacrifice est accepté, et donc et l'autre est jaloux, il finit par le tuer. Donc, là, au sens où là, je pense pas que les Canadiens soient capables de. Mais c'est un peu de ça, c'est-à-dire qu'on est ces deux frères, la même chose, mais une espèce de jalousie. Quelque chose de fratricide. Ouais. Quelque chose de fratricide. Vraiment, deux pays anglo-saxons. Hein, le Canada reste une sorte d'anomalie historique, une sorte d'Australie du Nord. Donc, c'est sûr que... puis on l'oublie, hein, ça, c'est pas vraiment mentionné, mais il y a un courant annexionniste aussi fort au Canada qui est très visible sur les réseaux sociaux, au Québec en particulier. Il y a une sorte de droite de Québec annexionniste aussi. Écoutez, Dominique Morin à Québec a carrément dit quand même qu'il accueillerait des soldats américains sur Grande Allée. Bon, à la blague, mais il y avait quand même un fond de vérité. Il y a même une sorte d'image produite par l'IA qui a circulé, qui illustrait tout ça. Et moi, ce qui me frappe de l'étranger, c'est quand même la morale. C'est à quel point le Canada, l'establishment, les médias sont dans la morale, mais constamment. Donc, c'est drôle parce que, en Occident, on a la prétention d'avoir évidemment inventé la rationalité, on est cartésien, etc., mais par rapport à même un pays comme le Mexique, qui, lui, serait censé être dans la superstition, dans un imaginaire un peu surréaliste, etc., non, on s'aperçoit que les journalistes sont beaucoup plus rationnels, en fait, que les nôtres. Là. Puis ça, c'est vrai pour d'autres pays d'Amérique latine, d'autres régions du monde, sans doute. Mais il y a comme ça s'est inversé. C'est-à-dire le Canada, sous l'emprise du wokisme, a tellement versé dans la morale que vraiment, on est devant une incapacité vraiment à réfléchir le nouvel ordre international. Vraiment, pour moi, ça me frappe. Et c'est vraiment une avalanche chaque jour de morale, supériorité morale face aux États-Unis. On n'aurait plus rien d'autre à opposer. Et c'est vraiment grave. C'est très dangereux, honnêtement, la posture dans laquelle on est prisonnier actuellement. Parce que les autres pays, eux, sont encore confrontés à la réalité. C'est-à-dire, ils réfléchissent de manière plus rationnelle. Il faut le dire, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'un pays comme le Mexique, il y a 400 ans, était dans les sacrifices humains, pour vrai, et qui a du recul. C'est-à-dire, oui, il y a ces forces-là. Il y a un acteur X qui a des ressources Y et le contraire. Puis nous, on va essayer de composer avec ces jeux, ces rapports d'influence. Et on l'a vu, l'année passée, c'était l'histoire des tarifs. La présidente mexicaine, elle, nous a offert vraiment une leçon de calme. Hein? C'est-à-dire, oui, il y a un président qui nous menace, mais nous, on va réagir froidement, justement. Puis il y avait le Canada qui était déjà complètement parti en psychose. Là. C'est-à-dire, imaginez, là, on est rendu à l'invasion 1 an plus tard. Moi, j'étais au Mexique à la même période là, quand ça a commencé les tarifs. Donc là, on est rendu à prévoir une invasion américaine, même un scénario de guérilla. Écoutez, là, des Canadiens qui lancent des cocktails Molotov à des Américains sur des tanks. Là. Ça a été modélisé par l'armée canadienne. Écoutez, on est où, là? Quand même bien que ce soit le rôle de l'armée de faire des exercices de modélisation. Il y a 2 ans, les gens avaient peur d'aller manger chez Normandin sans passe vaccinal. Pense pas sûr qu'ils vont lancer des cocktails Molotov sur des tanks américains, là. Non, sachant aujourd'hui qu'on est dans la guerre par proxy robotisée, là. Donc on est dans la guerre de drones et avec des logiciels justement extrêmement performants où est-ce que une personne peut faire le rôle d'une armée de 5000 hommes aujourd'hui. Là. Donc on est vraiment pas up-to-date même dans la technologie. Là. Non, effectivement. Puis surtout que dans ces modélisations-là, ce sont les recrues fonctionnaires, là, les fameux, je pense, 200 ou 300 000 recrues de fonctionnaires qui seraient à l'avant-garde. Donc, c'est quand même un peu spécial. Mais je trouve que l'exemple le parallèle avec le Mexique est intéressant. Puis, en fait, ils ont tellement mieux tiré leur épingle du jeu que nous. Et puis, je pense que ça va être encore une fois valable pour les négociations là, qui vont commencer bientôt pour le renouvellement ou en fait la reconduction là, de l'ACUM. Donc, en fait, le partenariat avec la Chine, on nous dit « Oh non, on a joué selon les règles. » Or, c'est pas tellement évident que ça s'inscrivait dans les règles de l'ACUM. Les avis d'experts divergent, mais ils s'en trouvent pour dire que c'était en fait en violation des règles prévues à l'entente. Donc, finalement, c'est nous qui avons violé disons, l'entente qu'on avait avec les Américains. On est peut-être tombé dans le piège qu'ils nous avaient tendu, amateurs que nous sommes, politiquement, à tout le moins. Virginie de Toupin, justement, il y a un autre, disons,
on pourrait dire, tractation commerciale, c'est celui de notre exportation d'électricité. Là, justement, en ce moment même, on fait défaut, non pas parce qu'on ne veut pas, mais qu'on n'est pas capable de remplir les obligations du contrat qu'on a signé avec sur tous les 13 colonies, on pourrait dire, les États de la Nouvelle-Angleterre qui sont limitrophes avec le Canada. Justement, comment est-ce qu'on peut se positionner moralement même devant les Américains quand on n'est même pas capable de respecter les contrats qu'on a signés avec eux? Mm-hmm. Mais je pense que dès le départ, en fait, en 2019, il y avait des surplus d'électricité. Bon, il y a eu un certain hubris, là, je pense. On a vu qu'on pouvait avoir peut-être une rentabilité de ce côté-là. Ceci dit, la situation a tellement rapidement changé qu'on est passé de surplus à... Là, je pense qu'on a des réserves de 1%. Donc, on n'a absolument pas de marge de manœuvre. En fait, on est ceux qui avons le moins de marge de manœuvre en ce moment au Canada, donc en termes d'exportation. Et ça correspond au moment où les contrats sont entrés en vigueur le 16 janvier. Puis là, on a déjà fait des faux, je pense, à 2 ou 3 reprises. Il faut savoir que cette nouvelle-là n'est pas tant couverte. Elle est couverte au Canada, mais disons qu'il y a des choses qui sont mises de côté, dans le sens où les réactions politiques, puis de la population aussi aux États-Unis, là, dans les États qui devraient recevoir cette électricité-là, sont très mécontents parce que, bon, là, ils ont misé sur ces contrats-là pour rendre leur électricité plus propre, si on veut. Là, au lieu de miser sur des centrales au gaz ou au mazout, ils allaient chercher de l'hydroélectricité. Donc, ils voyaient ça d'un bon œil. Mais là, ceci dit, ça semble être compromis. Et puis, nous, de facto, on est devenu un importateur net d'électricité pendant ces périodes-là. Là. C'est sûr qu'il y a eu des grands froids, mais on n'a pas de marge de manœuvre en vertu de la sécheresse qui a cours depuis 3 ans au niveau de la baie James, là, parce que dans le fond, il faut dire que c'est la couverture de neige qui est réduite là, d'année en année dans les dernières années. Ça fait en sorte qu'il y a moins d'eau dans les réservoirs et puis on le sait, c'est notre batterie. Donc, on va voir s'il va y avoir des pénalités pour le non-respect de ces contrats-là. Mais je pense que la question que ça doit soulever en tout premier lieu, c'est le besoin de diversifier notre énergie, de rendre notre système plus résilient. Puis je pense pas nécessairement à l'éolien qui, on l'a vu ailleurs, ne rend pas plus résilient les systèmes. Au contraire. Ceci dit, là, il y a peut-être le stockage d'énergie avec les batteries qui pourrait peut-être changer la donne de ce côté-là au niveau du solaire puis de l'éolien. Mais je pense que j'en parle souvent, je sais, mais je pense que la nécessité de regarder du côté du nucléaire, de repartir la centrale Gentilly 2, d'ajouter des petites centrales nucléaires se fait sentir plus que jamais. Et j'espère que ça sera entendu. J'accueille aussi d'un bon œil la certaine ouverture là, qu'on a vue au niveau du congrès du PQ, là, du côté de d'autres énergies. Du moins, on ne ferme pas la porte à explorer ou à voir des projets. Parce que dans le fond, c'est quand même un peu curieux de dire d'emblée, non, on n'exploitera pas ni gaz, ni pétrole sous aucun prétexte, alors qu'on le sait, la situation change et puis que l'énergie va devenir quand même l'étalon or là, de l'ère qui s'ouvre. Là. Je pense que c'est d'une évidence assez notable. Donc, j'accueille d'un bon œil le changement de cap un petit peu au PQ là, de ce côté-là. Oui, puis on pourrait penser aussi qu'un des partenaires, au lieu d'aller chercher des startups suédoises, on voit aussi l'idéologie derrière, ou l'espèce de symbolique d'identification qu'on fait avec les pays du nord de l'Europe, parce que s'il y en avait un avec qui on aurait pu faire des affaires, c'est bien Elon Musk avec son industrie des batteries, notamment au sens batterie pour les immeubles, les batteries, le stockage d'énergie. Il est vraiment à l'avant-garde à ce niveau-là et qu'il n'y a jamais eu même de pourparlers ou de tractation ou de demande d'entrevue pour... Ça montre un peu, disons, l'idéologie et le symbolique qui mène à l'incompétence, finalement. Mm-hmm. Je pense que ce genre de pourparlers-là aurait pu avoir lieu quand Elon Musk était vu d'un bon œil, là, avant qu'il se positionne du mauvais côté. Mais là, je pense que c'est terminé. Mais finalement, cet œil-là, là, ce bon œil, cet œil, finalement, il nous coûte très cher. Oui, ben tu sais, c'est sûr que puis tu sais, je pense que ça soulève aussi la question de tout ce qui est notre politique industrielle. Je pense que c'est
un des legs que la CAQ va nous faire, là, c'est de peut-être repenser notre approche en termes de politique industrielle, de ne pas nécessairement faire des cadeaux à des multinationales, puis de peut-être penser à nos PME. Mais avant tout ça, je pense que si on veut créer de la richesse, puis sortir un peu du marasme, il faut vraiment qu'on mette l'énergie sur le dessus de la pile, là. C'est vraiment une priorité. On le sait, même le nucléaire aux États-Unis en ce moment, là, c'est en boom. Les grands de ce monde, les Google, justement les Tesla qui viennent d'acheter pour 2 milliards d'actions de xAI, donc des centres de données vont avoir leur propre centrale nucléaire. Donc, et le président Trump a aussi ils ont spécifié que les centres de données n'entreraient pas en conflit avec le prix et l'abordabilité des prix de l'électricité aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a à la fois un boom au niveau des investissements privés, mais une certaine coordination qui est faite par le pouvoir central, ce qui devrait, en théorie, un modèle de gouvernance qui devrait, en théorie, plaire à nos amis québécois et du PQ, comme vous l'avez nommé. Bon, je rappelle, Virginie Dosti-Toupin, votre article que vous avez écrit et dont on a fait mention brièvement durant cette deuxième partie du podcast, Les vérités éludées de Mark Carney à Davos, un article à lire sous votre plume au libretradeunionmedia.com. Alors, pardonnez-moi à tous les deux d'avoir coupé court à cette passionnante conversation. Nous aurons amplement le temps de le faire durant cette année qui continue, 2026, qui est bien chargée déjà là à cette fin de mois de janvier. Mais hier soir, pour les abonnés en exclusivité aux abonnés de Libre Média, a été présenté le documentaire dont notre ami et rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, est journaliste et qui nous amène en Argentine, à Buenos Aires, disons, découvrir un peu la révolution de Javier Milei. Alors, peut-être, avant d'entendre tes commentaires, Virginie, puisque tu as eu la chance de le regarder en avant-première, Jérôme, parle-nous un peu de comment est-ce que tu perçois un peu ce documentaire et comment tu le situes dans l'aspect global, notamment de la politique internationale, mais aussi de ce qui peut-être, espérons-le pas, pourrait arriver ici même au Québec et au Canada. Bien, l'Argentine est un laboratoire politique fascinant. Je pense qu'il fallait documenter sur le plan journalistique, avec un documentaire encore mieux. Donc, rappelons aux gens que Francis... nous sommes rendus à Buenos Aires fin novembre dernier pour rencontrer un nombre d'acteurs proches et moins proches du gouvernement, des journalistes aussi. Donc, pour, essayer d'offrir un panorama de ce qui se passe justement dans ce laboratoire. Laboratoire au sens que l'Argentine peut annoncer autre chose pour d'autres pays. Donc, c'est un documentaire dont il faut tirer des leçons. C'est-à-dire, je pense que les Québécois peuvent le regarder de cette façon-là, sans se dire « c'est une autre société, ça nous arrivera jamais » ou ce genre de leader-là, c'est pas pour nous. Je pense qu'il faut avoir... sans tomber dans l'ethno, dans une vision trop québéco-centrée. Il y a une lecture québécoise possible du documentaire. Donc, puis ça fait partie de notre démarche. C'est-à-dire que je pense que, Francis, tu l'as réalisé de manière quand même à ce que soit compréhensible, entre guillemets, pour un public québécois qui est néophyte, là, qui ne connaît pas toute la réalité argentine. Donc, il y a une démarche pédagogique, on peut dire, à travers de tout ça. Moi, sinon, je suis très content. Écoutez, ça faisait longtemps, des années, en fait, que je voulais aller en Argentine. C'est la première fois que j'y allais, imaginez-vous, en novembre dernier. J'ai toujours trouvé que c'était très loin. Même de Mexico, je trouvais que c'était trop loin. 10 heures de Mexico, quand même. C'est quand même à 14 heures, finalement, d'avion. Ça s'est fait très bien. C'est pas dramatique du tout. Et finalement, écoutez, on a été quand même très bien reçus, hein, Francis, il faut le dire. Les gens étaient très accueillants. Et on a été frappés. Vraiment, c'est d'abord... Voilà, ça reste une ville incroyable, là. Écoutez, c'est vraiment une espèce de croisement entre Mexico et Paris. Et enfin, j'espère que les auditeurs vont apprécier. Mais journalistiquement, moi, je suis content d'offrir au public, c'est ça, cette contribution en français aussi, parce que c'est une des rares contributions francophones quand même, c'est-à-dire en documentaire au phénomène Milei. Donc, très content d'apporter cette pierre-là
à l'édifice de la connaissance. Là. Rien de moins, rien de moins. Et bon, justement, nos auditeurs et abonnés pourront commenter allègrement et donner leur avis et éventuellement discuter de tout ce qui est dit là-dedans parce que justement, on fait un parcours historique, à la fois économique, culturel. On explore toutes sortes de choses et justement, on se rend compte, nous, Jérôme, je ne sais pas si c'est ton avis, mais on a pu voir comment parfois, peut-être les Québécois ou les Canadiens peuvent avoir un espèce de regard un peu de haut par rapport à l'Amérique latine, qui est perçue comme étant, peut-être moins avancée, entre guillemets, que nos pays. Mais en allant en Argentine, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, en tout cas, à tout le moins pour l'Argentine, au sens où c'est un pays qui était comme le nôtre et même plus avancé si on fait en équivalence au niveau des époques. Là, il était plus avancé que nous, par exemple, en 1930, en 1940, 1950. Et donc, on voit à quel point c'est possible qu'un pays, entre guillemets, avancé comme le nôtre puisse chuter à des niveaux de la famine, presque. Là. Donc, voilà, enfin, on espère que... oui, il y a beaucoup de parallèles à faire. Simplement, il y a énormément de parallèles à faire entre la situation en Argentine et celle du Québec, notamment la question du modèle. Hein. Les gens vont le voir, mais le péronisme ressemble un peu quand même au modèle québécois, là, c'est-à-dire l'emprise de l'État dans pratiquement tous les domaines. Donc, sans dire qu'on était tombé dans un modèle semi-fasciste, parce que le péronisme est inspiré en partie du fascisme italien. Enfin bref, regardez-la, puis faites-nous part de vos commentaires. Et parmi sur la plateforme même de YouTube. Là. Parmi ces spectateurs et spectatrices, la première qui a pu visionner ce documentaire, c'est Virginie Dossi-Toupin qui est parmi nous. Alors, quels sont tes commentaires? Pas obligé de flatteur ou quoi que ce soit. Peut être aussi critique que tu le ressens. Là, vas-y, mais on est très heureux d'entendre tes commentaires. Mais d'abord, comme le dernier documentaire, je dois noter la qualité. Je veux dire, je sais pas c'est quoi vos moyens pour la production, mais visiblement, en tout cas, c'est vraiment de haute qualité, autant au niveau de l'image que du contenu. Et puis, je trouve que c'est aussi, celui-ci met vraiment en valeur la plus-value notoire là, de les médias qui fait le lien avec l'Amérique du Sud, un peu comme quand on écoute les médias en Europe, on voit comment ils traitent de ce qui se passe en Afrique, par exemple, puis ça fait partie de leurs nouvelles. Je pense que les Amériques, c'est quelque chose aussi. C'est les Amériques, et puis on le sent bien chez les médias. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas tant bien l'histoire argentine, il y a plusieurs parallèles à faire. Vous avez mentionné quelques parallèles en termes puis certains de vos invités le mentionnent, là, d'étudier l'Argentine comme un cas d'école, puis de prendre des bonnes notes, de tirer les leçons qui s'imposent. Mais je vois aussi peut-être... Des parallèles dans le futur, tu sais, par rapport au fait qu'on nous mentionne là, que les pays, ce sont comme des normes transatlantiques, difficiles à bouger et tout. Or, là, on s'attaque à faire des grands changements. Je trouve que d'un point de vue québécois, c'est aussi peut-être quelque chose pour peut-être diminuer un peu la peur qu'on ressent par rapport aux grands changements qu'on voudrait instaurer. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est un cas d'école aussi pour montrer qu'on peut changer les choses. Puis, là, ça finit quand même sur une bonne note en termes de résultats qui semblent vouloir être au rendez-vous. J'ai beaucoup aimé aussi la question d'un de vos invités qui conclut en disant on commence à se poser davantage la question là, qu'est-ce que j'ai fait essentiellement là, pour aider mon pays. J'aime bien qu'on nous parle de responsabilité individuelle dans tout ça aussi. Puis, il y a l'aspect banque centrale qui était très intéressant, de tout ce qui est point de vue économique et tout. Je pense que ça sera des leçons aussi peut-être à tirer pour un futur Québec indépendant, là, de voir comment organiser la situation économique, la gestion de l'inflation et tout. Alors, bref, moi, j'ai vraiment bien aimé, puis je le recommande chaudement à tout le monde. Et que ton opinion, à l'extérieur du documentaire comme tel, mais la figure de Javier Milei, comment est-ce quelle est ta lecture? Parce que c'est un personnage très coloré. Ouais. Est-ce que, de part et d'autre, les politiques aujourd'hui doivent passer, entre guillemets, par le spectacle pour faire avancer leurs idées? Est-ce que, parle-nous un peu, comment est-ce que tu perçois ce personnage haut en couleur? Oui, c'est sûr. On parlait de parallèles soupçonnés. Je me disais, c'est comme si Éric Lapointe était devenu premier ministre. Non, mais en fait, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, je trouve ça
pas été couvert assez, dans le sens où c'est carrément, puis vous mettez le doigt dessus, c'est un phénomène, et puis on en parle très peu. J'ai l'impression qu'on en parle peu parce qu'on veut pas que ça se reproduise. Là. On veut que ça reste un phénomène un peu marginal. Mais c'est sûr que je pense que le franc-parler, ça séduit. Puis c'est sûr que ça passerait pas partout, entre autres au Québec, les images de scie à chaîne, même si, bon, on peut s'entendre qu'on aurait peut-être besoin de faire des coupes qui sont assez importantes. Je suis pas sûre que ça plairait ici, mais c'est un style qui est définitivement coloré puis qui a Il va loin. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il y aurait genre Frenché une chanteuse sur scène longuement, mais j'ai essayé de vérifier des images de l'année passée. On ne sait pas trop s'il y a un montage, mais chose certaine, il y a eu une sorte de scène à la Shakira là, où la chanteuse, une danseuse, s'est approchée de lui pour faire un geste avec son postérieur à la latino-américaine, disons. Là. C'est sûr que c'est des niveaux de spectacle, disons, assez élevés. Là. Je ne suis pas sûr que c'est réplicable, effectivement, ailleurs. Et les Argentins, on se sent chaud, hein, mais il faut voir juste Christina Kirchner, qui apparaît souvent là, avec des images d'archives, qui elle-même, quand même, dansait souvent. Hein. Finalement, c'est pas... elle me faisait penser à Valérie Plante. Je ne sais pas si vous avez vu, est-ce qu'il y a un lien avec les politiciennes dansantes comme ça et l'incompétence crasse? Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre les deux? Peut-être. C'est les images d'archives que tu as choisies, Francis, qui m'a fait réaliser ce lien-là. C'est-à-dire, j'ai vu Christina danser souvent et je me suis dit, il y a en Argentine un amour pour les politiciens qui dansent. Elle-même qui, justement, pendant la crise sanitaire, avait empêché les gens de danser. Là, c'est un peu... on le voit aussi dans le considérant. Mais justement, en terminant, puisque faut terminer ce balado et respecter l'horaire chargé de nos auditeurs qui sont très occupés à être productifs et à s'engager pour le bien-être économique et social de notre pays, contrairement peut-être à ceux des autres médias. Justement, est-ce que, par exemple, cette semaine, Peter Thiel, qui est un grand financier, qui était derrière Facebook, derrière la première candidature de Trump, qui était dans PayPal, il joue dans cette ligue des grands financiers américains de la tech, derrière Palantir notamment. Il était en entrevue, en conférence cette semaine. Et il remet beaucoup les questions de l'Antéchrist et de l'Apocalypse. Là, c'est un peu intéressant. Mais il est invité par Chantal Delsol, qu'on a déjà eu en entrevue dans un documentaire, le premier qu'on a fait post-mortem. Il était là-bas, il a fait un discours assez intéressant, mais il a parlé notamment, il a dit que le futur de l'humanité serait défini par qui gagne, donc un combat entre deux parties, entre ceux qui préfèrent la liberté et ceux qui préfèrent l'absence de risque, donc la sécurité finalement. Donc, ça fait partie un peu des analyses, Jérôme, et un peu de l'optique de documentaire et de libre média aussi. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est vraiment ça, disons, la clé, aujourd'hui, là, qui délimite les, entre guillemets, deux camps, on parle du Trumpisme d'une part et le Carney de l'autre et les Européens. C'est vraiment la liberté versus la volonté de sécurité, d'absence de risque, selon vous, qui est le nœud gordien par rapport auquel tout le monde doit se positionner? À l'intérieur de nos sociétés, peut-être. À l'extérieur, c'est plus compliqué. Géopolitiquement, c'est un paradigme qui va être dur à appliquer. Mais à l'intérieur des sociétés occidentales, je pense que oui. Je pense que c'est un axe qui c'est comme un continuum, là, et qui nous permet effectivement de voir comment s'organisent ces deux camps. Là. C'est-à-dire, évidemment, l'axe sécurité versus liberté. Évidemment, le camp étatiste versus un camp qui est beaucoup moins étatiste. Donc, c'est sûr qu'il y a un affrontement ici, c'est clair. Là. Mm-hmm. Je pense qu'au Québec, on a un fond étatiste qui est quand même assez présent. Là. Fait que mais l'aspect liberté aussi, on l'a vu, ça a été quand même ridiculisé pendant la COVID, là, avec le fameux liberté. Mais je pense que là où on touche à quelque chose au niveau de la liberté, puis la prise de risque, c'est au niveau des enfants, donc de l'éducation et tout. Je pense que là, on est en train d'arriver à l'importance. La conclusion là, qui s'impose, c'est que l'importance de la liberté puis de la prise de risque, la conclusion s'impose. Je pense que tout le monde est en train d'arriver là. Donc, c'est au moins ça d'encourageant là, au niveau de l'éducation.
On l'a vu avec la réaction là, par rapport au but à glisser et tout ça. Là, je pense que les gens en ont assez, puis ils semblent d'accord. Là, pour ce qui est de toutes les questions économiques, puis de tout ça, ben, ça va être des petits pas, mais je suis pas sûre qu'on va se rendre au niveau Milei, mettons. En tout cas, on espère pas. Non pas qu'on n'aime pas le personnage, mais c'est qu'on n'aime pas la situation qui a finalement mené à son apparition. C'est ce qu'on retient. Alors, on invite bien évidemment l'ensemble de nos auditeurs et vos amis invités en grand nombre à aller visionner ce documentaire disponible depuis hier soir, jeudi 29 janvier. Il va être disponible exclusivement pour nos abonnés pour, Jérôme, les 2 prochaines semaines? Oui, je pense que oui. C'est ce qu'on avait établi, oui. Donc, 2 semaines de grâce faites aux nos généreux contributeurs et abonnés qu'on aime beaucoup et qu'on remercie en donnant justement cette exclusivité. Alors, mais évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous devrez vous armer de patience, mais il sera disponible gratuitement pour tous sur YouTube dans 2 semaines, comme on vient de l'entendre. Alors, Virginie Dosti-Dupin et Jérôme Blanchet-Gravel, merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Et on va certainement se reparler bientôt pour continuer à analyser l'actualité à la lumière justement de cette grande dialectique entre la liberté et la sécurité qui va continuer de parsemer notre actualité. Alors, merci à tous les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Visitez-nous au libre-media.com. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.